Bonjour et bienvenue à tous pour la review, analyse, théorie du chapitre 1095 de One Piece. Et également un petit peu du 1094 ayant fait un petit saut d'une semaine par rapport aux reviews. Content de me pencher sur ce moment tant attendu de One Piece avec ce flashback qui sera certainement le plus important du manga. Avec son lot de réponses, des rajouts évidemment à des mystères comme toujours, mais aussi le lien entre plusieurs personnages déjà existants. Tout ça sous un jour, sous un événement, effacé de l'histoire, nous sommes enfin arrivés au flashback de God Valley. Des Rocks, des révolutionnaires, le retour de Roger, et on est parti pour évoquer tout ça dans une longue analyse que j'ai divisée en 3 parties, on n'a plus qu'à y aller. Alors, une petite partie de la vidéo sur ce combat, j'ai envie de mettre des guillemets quand même, car il n'en est pas vraiment un. Et il faut l'avouer, je suis quand même un peu déçu, assez déçu, car j'espérais vraiment enfin le combat de Luffy contre un amiral à fond, un vrai combat explosif, pour pouvoir enfin situer les amiraux en termes de puissance quand ils se battent à fond. Mais Oda en a décidé autrement. Et je trouve ça un peu dommage d'avoir quand même teasé sur 3 et 4 chapitres ce combat plusieurs fois, on l'attendait, tout ça pour nous sortir une belle feinte à la fin quand même s'il reste des enseignements à retenir de ce face-à-face. Car au final, on a 2 adversaires à terre, mais pour 2 raisons différentes. Luffy déjà, par l'utilisation de son Gear 5, on le sait qu'il ne maîtrise pas encore tout à fait, comme à chaque début de nouvelle transformation. En plus du fait qu'il ait traversé 2 fois la barrière de Egghead, qu'il a poursuivi un homme allant à la vitesse de la lumière aux 4 coins de l'île. Mais de l'autre côté, on a quand même l'amiral, donc qui est également à terre, et tout simplement qui s'est fait mettre au tapis par un coup de poing surpuissant de la part de Luffy. Jusque là, logique, on peut même supposer que Luffy, en soi, en termes de force, une fois qu'il a réussi à choper et à frapper Kizaru, il l'a mis KO, et on peut donc se dire que Luffy est plus fort. Mais c'est là où j'ai pas du tout... En fait, j'ai envie d'arrêter avec ces débats, j'ai envie de comprendre vraiment ce que Oda a voulu nous montrer avec ça, avec cet affrontement. C'est que dans la finalité, Kizaru a également réussi à mettre à terre Luffy. Il l'a épuisé à sa façon, et Luffy, lui, par contre, a aussi réussi sa mission de protéger Vegapunk de Kizaru. Même si notre menace est arrivée, il a réussi ce qu'il a dit au dernier chapitre. Donc même de ce point de vue-là, Luffy pourrait être gagnant, parce que Kizaru, c'était pas son objectif de mettre à terre Luffy, c'est le résultat quand même, mais Luffy a réussi sa mission. Mais comme je l'ai dit, avec cet affrontement, j'ai vraiment envie de comprendre, en fait, je me dis, il a eu raison, Oda, de pas surenchérir dans les échelles de puissance. On arrive à un moment, depuis la fin d'Onigashima, pendant Onigashima, le post-Onigashima avec par exemple l'arrivée de Aramaki et de Shanks, on a vraiment des moments où la puissance ne veut plus rien dire. Pour moi, on arrive à un stade où tout le monde, où chaque combattant, chaque pirate, chaque personnage peut one-shot son adversaire en un coup si le coup est bien placé, comme on a pu le voir par exemple avec Kid et Shanks. Si Shanks n'avait pas fait ça, Kid aurait fait des dommages énormes sur Elbaf et sur la flotte de Shanks. Donc sur une attaque surprise, etc., tout le monde en fait peut one-shot un peu tout le monde. C'est pour ça maintenant les échelles de puissance, en fait, c'est fini, j'ai envie de dire. Il faudra juste maintenant apprécier chaque moment, chaque face-à-face, qui seront plus forcément des combats de pleine puissance, même si on en aura sûrement à la fin, ça reste un shonen. Mais il faut vraiment apprécier ces moments, comme c'est le cas ici. Et moi le premier, j'étais en mode je veux un affrontement géant qui détruit tout, avec un Kizaru éveillé, Luffy pareil. Mais non, en fait il faut vraiment prendre ça du bon côté, et Oda a eu raison en vrai de calmer un peu la chose. Juste, j'ai été un peu déçu parce qu'ils nous teasaient quand même cet affrontement depuis que Luffy a donné ce petit coup de pied à Kizaru. La finalité avec tout ça, c'est que Luffy est à terre avec Saturne très proche de lui, et Kizaru est conscient mais carrément sonné et il n'est pas prêt de se relever. Petite partie qui me permet d'évoquer l'histoire de Bonnie et les pouvoirs, enfin, de Saturne et même des autres membres du Gorosei. Même si on va avoir l'occasion juste après de reparler des 5 doyens. Pour Bonnie, qui va se prendre l'attaque Headshot, j'ai envie de l'appeler comme ça, de Saturne, Sanji également va se la prendre, on peut comprendre que cette attaque a quand même un lien avec le Haki sans doute, ou du moins, voilà, il va réussir à éliminer facilement les simples soldats, et c'est pour ça aussi qu'il faut un certain niveau pour pouvoir regarder Saturne, parce que je pense que, voilà, tous ceux qui sont faibles, qui ne contrôlent pas le Haki, qui n'ont pas de Haki, vont tout simplement mourir. Contrairement à Sanji qui va s'en sortir juste avec une petite blessure, et Bonnie pareil. Après avec Bonnie, donc à travers ses souvenirs, à travers ce qu'elle a vu dans les souvenirs de Kuma, on comprend que c'est donc Saturne qui a ordonné à Vegapunk de supprimer, d'effacer la personnalité, la mémoire de l'ancien corsaire. C'est pour ça que Bonnie, ayant compris ça, n'a plus voulu s'attaquer à Vegapunk, et maintenant son objectif c'était de tuer Saturne. Saturne d'ailleurs qui va se guérir tout seul automatiquement. Franchement son pouvoir reste intéressant, on va en parler juste après. Et d'ailleurs ce doyen devait vraiment avoir une bonne raison
raison pour vouloir effacer les souvenirs de Kuma, sans doute un lien avec le flashback qui a commencé dans ce chapitre, mais sur l'instant T, tous face à Saturne, personne ne fait le poids, à part peut-être Luffy, Nika, mais qui est pour l'instant à terre, les autres sont immobilisés et parlent d'une vraie pression, donc est-ce que c'est vraiment le Haki de Saturne, ou peut-être, je me dis, ça peut être ça, vu que c'est une araignée d'ailleurs qui est vraiment dégueulasse, hein. Peut-être que l'immobilisation des personnages vient du fait que Saturne peut avec sa forme araignée peut-être dégager un sorte de venin qui immobilise, c'est possible, même si le Haki reste le plus probable. Petit aparté rapide, Franky qui va sauver Luffy, qui nous montre que dans l'équipage il n'y a pas que Sanji, Zoro et Luffy et que les autres sont quand même utiles, et même j'aime beaucoup sa petite phrase très fière de son capitaine à qui tout le monde veut la peau. Ensuite, comme je viens de le dire, tout le monde a déjà pu l'évoquer, les autres membres du Gorosei doivent sûrement avoir aussi des pouvoirs de yokai, de démons, et se transformer, voilà, je vous les affiche en même temps, mais tout le monde en a déjà un peu parlé, je vais pas revenir précisément là-dessus, mais là où j'ai quand même envie de donner mon avis, c'est sur le fait, est-ce que ce sont des fruits du démon, ou est-ce que c'est vraiment de la magie, comme on le sait, Saturne sort d'un cercle magique, c'est encore précisé au début du chapitre, on appuie sur les éclairs, sur son style d'apparition. Souvent quand Oda fait ça, en appuyant sur un élément, ça veut dire que c'est sans doute ça la réponse. Même on a Vegapunk qui fait la réflexion en mode, si c'est pas scientifique, c'est forcément un fruit du démon. Quand c'est appuyé comme ça, souvent c'est que c'est pas le cas. Donc moi franchement, à ce stade-là, même si forte chance que ça reste sur le pouvoir des fruits du démon, j'ai envie de me dire que ce sont eux les démons originels, j'ai envie de dire, qu'on évoque quand on parle de fruits du démon. Et c'est là où je trouve aussi que l'écriture est très très fort, car peut-être que tous les 5 ont été créés par Im, qui serait donc le démon originel. On le sait aussi, il avait attaqué Sabo avec une queue de diable, donc on suppose aussi qu'il a une transformation en démon, mais le rapport avec le Di est vraiment totalement rabattu. Dans le sens où on a le dé, donc le dé qui pouvait nous faire référence aux dieux, aux démons aussi, donc ennemis des dieux qui auraient disparu durant le siècle oublié, avec les dieux, donc les dragons célestes, etc., et le gouvernement mondial qui aurait pris le contrôle du monde, ceux qu'on désignait comme démons éliminés. On a aussi le dé qui serait sans doute aussi lié à l'aube, donc down, aube en anglais. Et maintenant on voit en fait avec le Gorosei, qui sont quand même appelés dieux guerriers, qui se transforment en démons, voilà que tout est mélangé. On ne sait pas trop où se situer et le côté manichéen de l'histoire des personnages est vraiment chamboulé, même si voilà, on a clairement les méchants et les gentils, mais on voit qu'il y a différentes visions des choses, ça depuis longtemps, mais encore plus maintenant avec tout ce dé en fait qui nous fait beaucoup réfléchir, mais on va également y revenir par rapport au flashback. Car enfin Saturne va évoquer le nom de la race de Kuma, des boucaniers. Boucanier c'est un synonyme tout simplement d'un pirate, donc voilà, Oda va utiliser ce terme pour désigner une race, une espèce, mais dans notre monde c'est juste un synonyme du mot pirate. Mais c'est ça qui va lancer le flashback tant attendu de Kuma et de God Valley. On y est, la grosse partie de la vidéo commence, je pense grosse partie aussi des futures vidéos, des futurs chapitres, et déjà il faut l'avouer que la manière de l'introduire est surprenante, on s'est vraiment fait avoir, il y a un monde où Oda fait avancer son histoire dans le présent, et nous dévoile les événements de God Valley en même temps. Même si c'est pas forcément ce que la fin du chapitre nous annonce, c'est possible que ça continue sur cette lancée sur les prochains. Comme depuis le début de Egghead, on a souvent eu une vision d'un endroit, puis revenir sur Egghead, puis etc. Voilà. Un enchaînement de plein d'actions à différents endroits, mais en même temps. Là, c'est possible avec ce flashback qui arrive, comme je l'ai dit, de manière surprenante et c'était carrément imprévisible. Et on comprend donc dès le début que God Valley n'était pas l'ancienne Marie-Joie, comme on aurait pu s'en douter vu quelques informations qu'on avait, comme quoi des dragons célestes y étaient, etc. Mais pas du tout, c'était une île donc de West Blue. Tiens, ça fait carrément le lien avec le fait que Shanks a été trouvé sur God Valley et que Shanks est originaire de West Blue. On va y revenir aussi. Et c'était donc une île non affiliée au gouvernement mondial, donc un peu comme Wano ou Elbaf. On le voit au début de ce flashback qui commence pas forcément direct à God Valley, mais avec l'enfance de Kuma, le père qui évoque Nika et qui va transmettre donc l'histoire de Nika à sa fille Bonnie, histoire qui avait été contée par son père à lui-même. Ces deux parents qui vont donc mourir, c'est terrible, voilà, on le sait, cette race en gros c'est un mélange à ce que j'ai compris un peu de géants et d'humains, en tout cas qui va allier savoir et vraiment force surhumaine et qui sont considérés comme les meilleurs esclaves pour les dragons célestes. C'est vraiment terrible, on voit que Kuma pourtant garde le sourire, c'est un enfant franchement qui garde le sourire, surtout grâce à cette légende, à cette histoire de Nika, et il en fait un peu un exemple, mais son enfance est vraiment triste, et un flashback qui commence déjà voilà, avec des morts comme on a l'habitude d'en voir dans les flashbacks de One Piece. Pour Nika, après c'est vrai que maintenant on entend son nom à tout bout de champ, depuis que Luffy s'est éveillé, on l'entend tout le temps, Joy Boy, Nika, H24, bon ouais, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est qu'un détail. Et revenons sur God Valley avec les dragons célestes qui vont donc se servir, en fait tous les 3 ans ils lancent une chasse à un jeu, mais un jeu pour eux, où ils choisissent un endroit non affilié au gouvernement comme je l'ai dit. Ils lancent en gros une battle royale entre tous les habitants, des dragons célestes qui sont donc un
intouchables, et également des esclaves puissants, voilà. Et en gros, ça permet d'éradiquer la population et de soumettre les habitants restants, l'île également, et ensuite de l'affilier au gouvernement. Et c'est marqué par l'arrivée directement de Garling Figarland, jeune, on le voit très bien, hein, qui a une forte ressemblance avec Shanks, qui va éliminer le souverain de God Valley, et je pense que c'est pour ça que par la suite, il sera nommé comme souverain ou ancien souverain de God Valley, parce que avec cet événement, il va prendre sa place en quelque sorte. Par contre, Garling, qui est déjà chevalier divin, malgré son jeune âge, et on va faire un petit parallèle avec donc Figarland, qui a bel et bien vieilli. Là, je trouve il y a vraiment une grosse différence entre le Garling vieux et le Garling à cette époque. On sent vraiment que le temps est passé, s'est écoulé, avec sa maintenant avec sa longue barbe, etc. Et là, il est très juvénile, genre, même s'il doit avoir une vingtaine, trentaine d'années. Et je fais le parallèle avec un Saturne qu'on aperçoit très rapidement, qui n'a pas changé par contre. Ça va amplifier donc le fait que c'est sans doute un démon, ou alors, autre hypothèse, l'opération de jouvence de l'Opéopenomie de l'eau, qui aurait été utilisée sur lui, sur les autres membres du Gorosei, sur Im, mais je trouve que ça fait beaucoup. Si, je sais que c'est obligé, que cette opération de jouvence a déjà été utilisée, mais sur autant de personnes, ça me paraît énorme, genre 6 fois. Donc le fait peut-être que Im le soit, mais que Im ensuite ait créé ces démons, et donc ces démons ne vieillissent pas, ça pourrait être totalement logique. Parlons un peu plus précisément de ce flashback et de sa structure. Je pense que ce flashback va quand même être assez rapide. Comme je l'ai dit, soit il va avancer en même temps que l'histoire principale, dans le présent, soit on va se concentrer dessus, mais que je pense que les événements seront un peu, pas expédiés, mais vite racontés, et que Oda va donc se servir de ça, on l'attendait, voilà, il a réussi à relier tout ça sur un seul flashback, ça va être très très fort, et va se servir donc de ça pour répondre à beaucoup de choses. Le mystère de God Valley risque de nous donner des réponses sur Kuma, sur les révolutionnaires, car on voit à la fin Ivankov rencontrer Kuma et Ginny, qui est la petite sœur de Ivankov. On aura aussi sans doute d'autres éléments sur le Gorosei, car Saturne devait bien avoir une raison pour effacer la mémoire de Kuma, donc sans doute des réponses sur eux, sur Garling, sur les Rocks, sur Garp, sur Roger, même si je pense que la plupart de ces personnages, comme Roger, Garp, les Rocks, seront vraiment au second plan. Je pense qu'on va suivre tout ça du point de vue de Kuma, en partie, et que tous les combats, etc., qui se sont déroulés sur God Valley vont vraiment être en arrière-plan et seront pas l'arc principal de ce flashback. Comme je l'ai dit, les révolutionnaires risquent aussi d'être présents, dans le sens où leur groupe n'était pas encore créé à cette époque, mais Dragon risque d'être là. Pourquoi? Parce qu'il faut bien une raison pour laquelle Garp va se déplacer jusqu'à God Valley, pour aider des dragons célestes qu'il déteste. Dragon, son fils, serait une bonne raison. Et comme j'ai dit, j'aime beaucoup l'histoire de God Valley, en tout cas l'histoire qui va nous être contée là-bas, parce que le monde n'est plus du tout manichéen. Car on a, d'après les dires, le plus grand pirate de cette époque, Rox dit Zebek, qui va intervenir pour attaquer normalement les dragons célestes. Mais on le sait pas, ça se trouve il a une autre raison. On sait pourtant que son équipage était connu pour sa grande cruauté, donc il reste des méchants. Mais en phase 2, on a quand même des méchants aussi. La cruauté des dragons célestes, c'est sans doute les pires. Ces ignobles personnes vont se faire protéger normalement par Garp, qui est le héros de la marine, un homme d'honneur, et également par Roger, qui sera le futur roi des pirates. Donc voilà, tout est mélangé, tous les camps sont mélangés, on ne sait pas vraiment ce que sera le déclencheur de tout ça. Et comme j'ai pu le dire, les combats seront sans doute un peu éclipsés et mis au second plan, mais ça nous permettra sûrement quand même de voir un peu de loin les jeunes Kaido, Big Mom, Barbe Blanche qui d'ailleurs devrait se faire blesser par Garling, car on a cette petite référence. Il y a toujours le doute, mais voilà, la première apparition de Barbe Blanche face à Shanks sur son bateau. En voyant Shanks, Barbe Blanche évoquait une cicatrice, et le visage de Shanks lui rappelait justement la personne qui lui avait fait cette cicatrice. On pensait tous à Roger, on a peut-être Garling Figarland, ça serait encore plus logique. Donc petit combat, petit affrontement sans doute, mais ça sera sûrement en une case. Et comme je l'ai dit, le chapitre se conclut avec la rencontre de Kuma et Ivankov. Très surprenant, mais très utile de renforcer ce lien. Enfin, on sentait qu'ils avaient vraiment un lien fort à Marineford, et parce qu'ils se sont connus très jeunes, ils se sont sans doute sortis de leur vie d'esclave ensemble. Et c'est beau et intelligent de faire intervenir Ivankov à ce moment-là, ça m'a vraiment surpris. Oda s'apprête franchement à tous nous retourner, avec l'enchaînement de chapitres qui arrivent après la pause, une pause que je vais prendre volontiers, parce que ça va nous permettre de souffler aussi et de se préparer pour la suite, car depuis le début de Egghead, on enchaîne quand même, pas des masterclass, mais franchement des chapitres qui nous font vraiment avancer vers la saga finale. C'est très très cool, on a enfin ce flashback, et on le sait, en ligne de mire, en point final de l'arc, on aura l'incident de Egghead, l'arrivée sur Elbaf, donc ça va vraiment continuer, et pour cet enchaînement, on n'est pas prêt. Et pour l'instant, God Valley et ses légendes vont débarquer. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si elle t'a plu. Sur ce, j'ai plus qu'à t'inviter à jeter un coup d'œil à la chaîne, et à te dire à très vite.